En tout cas, la transition était très bien, Jean-Michel, pour présenter Béatrice Massé qui va venir nous rejoindre, qui est donc la nouvelle vice-présidente à la culture, au droit culturel de la région Bretagne et à l'éducation artistique et culturelle, j'allais le dire. Et je pense que là, il t'a lancé une perche, justement, puisque les politiques culturelles doivent... Toi, tu as 20 minutes, donc c'est mieux. Oui, tu peut-être pas. Donc, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par remercier Produits en Bretagne de cette initiative et de l'invitation, puis également à la Gacilly au Festival de photos pour cette invitation. Donc, en fait, moi, je vais, on va dire, prolonger la prise de parole qui avait été celle de Jean-Michel l'année dernière, parce que c'était, on va dire, en octobre, je crois, qu'avait eu lieu en 2020, et donc il avait commencé à parler des aides. Donc là, je vais vous détailler un tout petit peu les aides qui ont été mises en place par la région sur le domaine culturel, et puis après, je vais... on va dire, me fondre dans la thématique du jour avec cet intitulé de fonction de VP, donc culture, droit culturel, éducation artistique et culturelle, et vous dire où j'en suis. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette crise, cette pandémie, voilà, qui nous a mis à l'arrêt pendant presque 18 mois, la décision qui a été prise par la région tout de suite, c'était le maintien des aides. Et au-delà du maintien des aides, à partir de fin 2020-2021, a eu lieu, comment dirais-je, une décision sur un plan de relance. Un plan de relance 2021, en sachant que nous ne savons absolument pas si le moment qui nous réunit aujourd'hui est un moment de reprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette reprise n'est pas encore normale. Il y a des hypothèses de reprise normale uniquement à partir de 2023. On peut considérer ça plutôt comme un espoir et comme une hypothèse que comme une prévision. Aujourd'hui, les éléments que nous avons en notre possession ne sont pas suffisamment stables pour effectivement pouvoir prévoir, on va dire, le retour aux chiffres 2019 qui sont on va dire l'objectif dans les différentes études et enquêtes qui ont lieu en ce moment. Donc, en ce qui concerne la région, il a été tout de suite décidé d'aider au plus proche des acteurs culturels, d'aider au plus proche du terrain. Et donc, il y a eu un appui qui a été demandé aux différents EPCC avec lesquels la région travaille et aux différents acteurs culturels qui sont les têtes de réseau. Et en fait, des dispositifs ont été mis en place pour essayer de maintenir l'emploi et d'éviter, comment dirais-je, les arrêts de structure. Puisque le maintien des subventions qui avait été décidé en 2020 était certes dans ce même objectif, mais il y a quand même des situations qui sont excessivement contrastées et il y a aussi, on va dire, pas mal de trous dans la raquette. Alors, trous dans la raquette, c'est des structures qui ne sont pas encore identifiées par la région, qui n'ont pas encore la structure, on va dire, adaptée à rentrer dans certains dispositifs. Donc, le plan de relance de la région, c'est, on va dire, plutôt dirigé vers ces structures, pas encore, on va dire, structurées pour faire partie des demandes de dossiers et des aides. Voilà. Donc, il y a eu, là, en première décision, un passe-à-saut, donc un fonds de 2 millions d'euros pour justement un fonds associatif destiné aux territoires et aux associations qui ne sont pas habituellement accompagnées par la région. Ce travail a été mené avec les collectivités territoriales et il y a eu une part de 1 euro collectivité locale, 1 euro région. Et donc, effectivement, il y a eu nombre d'associations qui ont pu être aidées par ce dispositif. Il y a eu aussi une augmentation du budget culture de la région de 10%, donc 2 millions d'euros ont été mis en place pour effectivement travailler sur l'ensemble des domaines. L'ensemble des domaines, donc la région couvre actuellement tous les domaines dits culturels, tous les domaines artistiques dits culturels. Et là, on s'est plutôt adressé, comment dirais-je, au soutien aux jeunes artistes, aux artistes émergents,
et effectivement au projet qui, comment dirais-je, avait des particularités, je dirais, pas que artistiques, qu'il y avait des particularités de structuration et d'irrigation territoriale. Donc effectivement, on a travaillé avec Art Contemporain en Bretagne sur les arts plastiques. On a aussi travaillé avec l'AFDAS sur la formation, particulièrement pour les ayants droit. On a travaillé avec Bretagne en scène, sur le soutien aux équipes artistiques encore non subventionnées. On a travaillé également avec SVB sur les tournées et les spectacles qui n'avaient justement pas pu tourner. On a également travaillé avec les gesticulteurs pour des formations pour les compagnies encore non structurées pour justement travailler le montage des dossiers. On a travaillé avec, comment dirais-je, les festivals, mais là en direct. On a travaillé avec le GIP Café Culture sur les aides justement au café culture, et on a mis en place une expérimentation territoriale bretonne qui peut-être va d'ailleurs être proposée en, on va dire, extension sur le prochain CA qui aura lieu dans quelques semaines. On a aussi travaillé avec Nomadance sur les spectacles de compagnie chorégraphique durant l'été, et on a travaillé avec les Arts de la rue sur les créations bretonnes, avec le Festival des RIA plus particulièrement, qui avait peu tourné. On a fait également un travail sur le cinéma, avec une aide exceptionnelle de 300 000 € sur les salles arrêt-essai. Voilà, on a fait un travail avec les télévisions locales également, pour plus de 130 000 €, et une aide exceptionnelle, passeur d'images, sur l'éducation artistique et culturelle. Et puis, on a fait pareil sur les librairies, avec un soutien complémentaire pour les éditeurs et les libraires. Donc, au-delà de ce, comment dirais-je, au-delà, ce travail a été fait. Je n'ai pas encore la possibilité de vous dire, on va dire, les résultats concrets. Voilà. Tout a été mis en place, toutes les aides ont été accordées, ont été, comment dirais-je, remises. Par contre, je n'ai pas encore de bilan précis sur la capacité de ces aides à avoir été structurantes pour les projets et les personnes qui les ont reçus. Par contre, au-delà des chiffres que je vous ai présentés, on va effectivement dire que le constat que nous faisons, c'est que la reprise n'est pas la fin de la crise, ça c'est le premier point, et que deuxièmement, tous les problèmes qui ont été identifiés étaient déjà apparents avant cette crise. Par contre, cette crise les a densifiés, les a amplifiés et a augmenté leur impact. Donc effectivement, on est aujourd'hui dans un moment où, comment dirais-je, il y a plusieurs pistes de travail. Il y a la piste de l'adaptation. Il y a la piste, effectivement, de la reprise des concerts, mais comme le faisait remarquer Cécile, les enquêtes sont, on va dire, inquiétantes. Voilà. Voilà, plus d'une personne sur deux qui n'est pas retournée, et les volontés de retour sont faibles également. Il semble qu'aujourd'hui, il y ait 60% des personnes qui n'ont pas repris leur activité artistique et culturelle, et un tiers qui disent ne pas vouloir revenir dans les lieux culturels pour des raisons, on va dire, de peur et d'angoisse par rapport à la contamination possible. Donc effectivement, les questions que l'on peut se poser aujourd'hui, ça va être s'adapter et reprendre en tenant compte, on va dire, d'un paysage où la relation au public est totalement, on va dire, déstructurée, mais où il y a aussi, comment dirais-je, une aggravation de la situation de pas mal d'artistes. Aujourd'hui, les écarts se creusent sur tous les domaines entre, on va dire, les petits artistes et les grands artistes, gros artistes, je ne sais pas comment on dit, entre guillemets, l'artiste, entre guillemets, star est déjà repéré, comme si, effectivement, la classe moyenne artistique était en train de se restreindre. Par exemple, les chiffres sont, on va dire, très significatifs. Aujourd'hui, 57% des artistes inscrits à la Maison des artistes gagnent moins de 10 000 € par an, et 67% des artistes plasticiens sont bénéficiaires du RSA. Après le premier confinement. Et donc, on sent aussi une situation d'isolement excessivement renforcée. On sent également une fragilité des équipes qui sont sur le terrain, qui ont été mobilisées pour un travail qui, en 3 confinements,
n'a pas du tout porté ses fruits, ce qui est une situation psychologique particulière. Et aujourd'hui, au moment où les spectacles reprennent, il y a effectivement de grandes incertitudes et il faut en permanence s'adapter pour pouvoir reprendre le contact avec les publics, tout simplement, en sachant qu'il y a une incertitude jusqu'au dernier moment sur le remplissage et la jauge, comment dirais-je, qui sera celle de la fréquentation publique. Il y a de moins en moins de locations, et les locations démarrent dans les 48 heures qui précèdent le spectacle, et il y a une réouverture des guichets, ce qui fait qu'il n'y a aucune visibilité et aucune lisibilité, comment dirais-je, sur le plan, pour le coup, économique de cette reprise. Donc en fait, on est dans un moment où le questionnement va être, on va dire, peut-être le quotidien de tout le monde. Et le questionnement est là pour comment dirais-je, retrouver le lien avec la journée d'aujourd'hui, où le questionnement va être aussi politique. Donc, comme vous l'avez remarqué, je suis une nouvelle élue, donc en situation d'apprentissage et de formation, puisque j'ai passé 44 ans en tant qu'acteur culturel. Et là, je change de domaine. Je change de domaine, mais pas de thématique. Voilà, entre guillemets, culture, droit culturel et EAC, c'était aussi ma thématique en tant qu'actrice culturelle au sein de l'association transmusicale. Voilà. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que j'intègre cette donne très particulière ? Le mandat qui a démarré à la toute fin juin, comment dirais-je, a lieu dans une configuration mondiale particulière. Il n'y a pas de précédent par rapport à cette expérience, pas de comparaison possible. Par contre, on est dans une situation où on voit un besoin à la fois des artistes, à la fois des acteurs culturels et je dirais aussi à la fois des publics. Alors, en tant que vice-présidente culture, droit culturel et EAC, je n'ai pas fait de programme tout de suite. Voilà. Parce que j'ai pensé que ce n'était pas pertinent de démarrer par un programme sans avoir fait un état des lieux, puisque c'est un moment très particulier. Et d'autre part, il y a une initiative qui a été portée par le 3CB. Le 3CB, c'est le Conseil des collectivités pour la culture en Bretagne. Il y a eu cette initiative d'un forum des politiques culturelles, et je ne trouvais pas du tout pertinent de poser un programme sur un mandat de 6 ans et 8 mois avant d'avoir assisté, on va dire, aux préconisations et aux réflexions qui vont être celles des 6 ateliers thématiques. Les premiers ateliers, le forum a démarré en mars-avril de mémoire, et donc va se terminer en mars-avril 2022. Donc il aurait été, on va dire, inconcevable de faire une projection sur les 6 années à venir sans tenir compte de ce que les acteurs culturels, mais aussi les acteurs politiques vont dire dans le cadre de ce forum. Et donc, on va profiter, avec la direction de la culture, de cette période aussi qui nous amène à l'été 2022 pour faire un état des lieux. Donc, un état des lieux par rapport par rapport à cet intitulé de fonction. Voilà, VP, culture, droit culturel, EAC. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas d'équivalent dans les autres régions. Donc la région Bretagne est la seule à avoir adjoint ces 3 notions, ces 3 domaines. Et donc j'ai commencé par faire une petite note de clarification, ne serait-ce que pour moi, voilà, et aussi pour les autres. Voilà, avec les personnes avec qui j'ai le plaisir de travailler. Et donc, en fait, j'ai proposé d'additionner ces 3 dimensions et de voir leur orchestration. Voilà, culture, le centre de gravité de la culture, ça va être l'art. Voilà, ça c'est la définition, on va dire, traditionnelle et historique en France, mais pas qu'en France, de la culture, la relation à l'art.
Voilà, les droits culturels, donc là, je vais prendre comme référence la déclaration de Fribourg. Donc, déclaration de Fribourg qui m'a été envoyée par le monsieur que vous avez vu là tout de suite, Jean-Michel, qui est là. Voilà, il m'a envoyé la déclaration de Fribourg en 2009. En 2009, c'est 2 ans après sa rédaction. Donc, dans le cadre de mon ancienne vie, on a tout de suite intégré ce texte comme un texte important. On a fait des rencontres professionnelles dans le cadre de rencontres et débats. On a fait des formations, voilà, pour moi, pour toute l'équipe, et on a intégré les droits culturels dans le projet de l'association à partir de 2016-2017. Donc, en fait, les droits culturels, j'ai proposé en tant que VP de prendre la déclaration de Fribourg comme texte de référence, et donc ça veut dire qu'on est confronté à 8 droits culturels. 8 droits culturels qui sont effectivement complémentaires et qui, effectivement, dessinent pas mal de points de mutation. En fait, en ce qui concerne les droits culturels, je pense que c'est un changement de paradigme par rapport, comment dirais-je, à l'action culturelle telle qu'on a l'habitude de la concevoir. Voilà. Il y a des points de mutation. Le premier point de mutation pour moi, excusez-moi, je fais l'intello de service, mais bon, c'est ma manière de voir les choses. Enfin, voilà, il faut savoir de quoi on cause, quoi. Donc, en fait, le point de mutation, c'est qu'on parle des personnes. On ne parle plus de public, on ne parle plus de spectateurs, on parle des personnes. Ce qui veut dire prendre en considération toutes les fonctions sociales qu'une personne va avoir à un moment donné ou va avoir tout au long de sa vie. Elle va aussi partir sur les droits culturels, propose une autre définition de la culture. Et cette définition de la culture, elle analyse, elle propose une vision anthropologique, donc à partir des sciences humaines et sociales. Et ça veut dire que la relation à l'art n'est qu'un des points d'accroche de la culture, et toutes les définitions anthropologiques de la culture se terminent par tout ce qui fait sens et qui porte signification pour les personnes, ce que Jean-Michel dit sur faire humanité ensemble. Et effectivement, c'est une nouvelle manière de penser la culture. Et après, à partir de ces 2 points de mutation, il y a un autre point, moi, que je trouve hyper intéressant et qui m'intéresse particulièrement, c'est la diversité culturelle. Voilà, la diversité culturelle qui est considérée comme une richesse. On ne parle plus de différence, on parle de diversité. Donc c'est une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus active. Et effectivement, la diversité culturelle, pour moi, fait écho à la biodiversité. Et ça fait le lien avec le moment qu'on traverse, où effectivement, cette crise qu'on va qualifier dans un premier temps d'écologique, elle est quand même liée à la déforestation, elle est quand même liée, comment dirais-je, à une zoonose, donc à une déstructuration de la biodiversité. Et donc, comment dirais-je, on peut aujourd'hui penser que la diversité culturelle, comme écho à la biodiversité, ça va être une des finalités de la politique culturelle. C'est-à-dire que sur un territoire, nous soyons en capacité de protéger, de renforcer toutes les formes de culture, comme liberté d'expression, comme liberté de création, et comme liberté aussi pour les personnes de s'y intéresser ou pas. Voilà. Donc effectivement, les droits culturels, c'est un changement de point de vue, c'est, on va dire, une autre manière à la fois de concevoir et de voir notre rôle d'acteur culturel et d'acteur politique. Et en ce qui concerne le 3e domaine, donc le 3e domaine, c'est l'EAC, éducation artistique et culturelle. Donc là, dans mon ancienne vie, on a commencé à intégrer l'EAC dans le projet de l'ATM au début des années 2000. Et en fait, l'éducation artistique et culturelle, c'est on va dire, un processus d'émancipation des personnes pour une finalité d'autonomie. Ça veut dire, là aussi, que ça modifie considérablement les politiques culturelles, on va dire, traditionnelles. Et ça veut dire que si on orchestre droit culturel et EAC, ça veut dire qu'on va totalement dépasser la politique démocratisation culturelle, démocratie culturelle. Ça va être autre chose. Et les personnes vont être au centre. Et ce qui va être au centre avec les personnes, c'est effectivement cette rencontre entre une proposition portée par des artistes et des personnes, comment dirais-je, qui vont s'y intéresser, on va dire, y participer. La notion de partie prenante est également importante, et qui vont effectivement, on va dire, la ressentir.
la ressentir. Donc, concrètement, voilà, excusez-moi, je suis un peu... Voilà, mais voilà. Donc concrètement, ce qui m'intéresse en tant que posture politique et ce sur quoi j'ai envie de travailler, c'est en fait les habitants. Voilà, c'est ma traduction en tant qu'élu. Voilà, c'est qu'effectivement, je m'intéresse aux habitants qui vont être sur les territoires de Bretagne. Et ils vont être à la fois le sujet et les destinataires de la réflexion et de notre attention et de notre intention. Concrètement, Jean-Michel avait déjà posé les droits culturels et l'EAC comme, on va dire, des points d'attention particuliers, voire des priorités. Il a été le premier VP au niveau de région, sur la France, à avoir pris comme référence les droits culturels. Et il a également participé à la décision collégiale et collective des élus de définir la Bretagne avec l'objectif d'un 100% EAC. Donc, il a mis la barre déjà très très haut. Donc la barre, je la reprends. Voilà, je vais travailler dans le prolongement de ce qui a déjà été fait. Et pour commencer le travail, comme je vous disais au début, le forum sur les politiques culturelles, et donc on va faire un état des lieux. L'état des lieux, il va d'abord s'intéresser à ce que font les acteurs aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs bretons ont déjà intégré ces deux notions et sont déjà à l'œuvre sur ces deux notions. Donc là, l'idée, c'est de faire un état des lieux qui nous permette de savoir où on en est. Que ce soit sur l'introduction des droits culturels dans les projets des associations et des institutions concernées, et pareil sur l'EAC. Voilà. En sachant que l'EAC, comme c'est un processus assez particulier, il faut conjuguer pas mal de dimensions. Enfin, 3 dimensions en tout cas. Donc on va déjà effectivement faire cet état des lieux et on va attendre la fin du forum. Ceci dit, on a quand même dit qu'il ne fallait pas attendre, comment dirais-je, la fin pour commencer à se projeter dans le futur. Et donc j'ai proposé une expérimentation territoriale. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer à ouvrir les frontières de la culture au sens historique du terme, avec la notion de droit culturel, et d'y intégrer ce qui est dans la définition de la culture anthropologique, à savoir les modes de vie. Et donc effectivement, l'idée, c'est de travailler sur les territoires de vie des habitants au quotidien. Ça me paraît être l'écosystème pertinent pour effectivement être au plus près des habitants et pouvoir travailler avec eux à la fois sur ce qui fait sens et ce qui porte signification dans leur vie quotidienne. Voilà. Et de ce fait, on va ouvrir, on va dire, le champ d'analyse, la grille de lecture de la culture. On va d'abord s'intéresser dans un premier temps, comment dirais-je, à des territoires ruraux par équité de traitement et donc mettre en place un système de péréquation. On va aussi essayer d'identifier, de repérer beaucoup les initiatives citoyennes. Dieu sait si en Bretagne il y en a, mais effectivement l'idée là, ça va être de faire une identification beaucoup plus précise et par ces initiatives citoyennes de repérer les projets qu'on va appeler hybrides, qui vont effectivement avoir plusieurs dimensions et comme je vous le disais, dans la mesure où la culture, on va la considérer comme l'art, comme un centre de la relation à l'art en centre de gravité, ça veut dire que dans ce centre de gravité, il y a une relation pluridimensionnelle avec plein d'autres actions possibles. Voilà. Donc, initiative citoyenne, projet hybride, tiers-lieu. Et donc effectivement, on va mettre en place cette expérimentation. Aujourd'hui, on en est sur l'identification des premiers territoires avec lesquels on va travailler. Donc, la proposition qui a été retenue, c'est de travailler avec les EPCI, donc avec les communautés de communes et, comment dirais-je, oui, les établissements publics intercommunaux. Voilà. Collaboration, pardon. Voilà. On va effectivement prendre appui sur des conventions territoriales dont on va démarrer les rédactions. On va le faire avec, comment dirais-je, l'État et l'ensemble des niveaux territoriaux concernés.
Et on va démarrer en janvier, une ouverture de concertation avec les habitants. Donc, je pense qu'on se rapproche un petit peu de la dernière initiative de Jean-Michel sur son laboratoire de transition vers les droits culturels. Donc, en fait, on va essayer de voir, on va dire, quelles sont les aspirations des habitants, quel est le sens qu'ils portent, comment ils définissent le sens de leur vie quotidienne sur ces territoires, pour effectivement voir comment on peut densifier l'intervention politique et l'intervention publique pour qu'il y ait une fertilité particulière. Comme je suis assez développement durable aussi, en fait, je me suis dit, on va passer de la culture à la permaculture. Voilà, il faut que j'arrête. Très bien. Bon, bah écoutez, ça va. Voilà, c'est ma conclusion. On passe de la culture à la permaculture et on prend appui sur les territoires pour effectivement aider à ce que ça pousse et à ce que ça pousse de manière plus dense et plus fertile. Voilà. Let's go.